Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous avez probablement vu cette impressionnante vidéo où un couple et un petit garçon échappent de justesse à une tentative d'enlèvement en plein Paris. C'était en mai et il s'agissait de la fille et du petit-fils du PDG de Paymium, une plateforme française spécialisée dans l'échange de Bitcoin. Cet événement n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, le nombre de rapts dans le secteur des crypto-monnaies a explosé. En 6 mois, 7 attaques physiques ont été répertoriées en France et le phénomène est mondial, avec des agressions aux États-Unis, aux Philippines ou encore en Corée du Sud. Le scénario est toujours le même, des criminels kidnappent, séquestrent, voire torturent dans le but de soutirer une rançon qui se chiffre parfois en millions d'euros. Derrière ces vols et enlèvements, un constat très simple, il est bien plus facile d'arracher des mots de passe à un humain que de s'attaquer au coffre-fort d'une succursale bancaire. Comment les ravisseurs s'organisent pour sévir et quelles sont les parades? Pour répondre à ces questions, Sur le fil a interrogé Adam Healy, spécialiste dans la protection des crypto-monnaies, et Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Paymium. Un épisode réalisé par Camille Buonanno avec l'aide de Sylvie Malicorne, journaliste au pôle enquête de l'AFP. Sur le fil. Pourquoi cette flambée? Eh bien, tout simplement parce que c'est rentable. The way I explain this, and it really just kind of comes down to a simple risk versus reward calculus. Pour moi, tout ça revient à un calcul bénéfice-risque. La question est très simple. Est-ce facile d'attaquer cette personne? Et combien d'argent vais-je en tirer? Par exemple, braquer une banque comporte beaucoup de risques. Il y a les alarmes, il faut parfois s'échapper et la police peut être appelée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Adam Healy est le PDG de Station 70, une entreprise spécialisée dans la protection des crypto-monnaies. Well, let's now compare that to taking a soft target, a human. Si on compare tout ça au risque pris avec une cible vulnérable comme un humain qui a potentiellement accès à des millions de dollars sur son téléphone ou son ordinateur, que vous pouvez le suivre jusqu'à sa maison ou sa chambre d'hôtel, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué que mon exemple avec le braquage de banque. Et le rendement est possiblement bien plus élevé. L'appât du gain est donc l'un des moteurs principaux, d'autant plus que les crypto-monnaies sont très attrayantes. Au mois de mai, le Bitcoin, par exemple, a atteint son record avec une valeur unitaire de près de 112 000 $. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, le 17 juin 2025, son cours était à 104 250 $. De leur côté, les criminels réclament des rançons toujours plus faramineuses. En mai, les ravisseurs du père d'un influenceur en crypto-monnaie auraient exigé jusqu'à 8 millions de dollars en Bitcoin. Et ces dernières années, les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires, y compris pour les criminels. Les criminels, eux aussi, lisent les infos et écoutent des podcasts et sont sur Internet. Donc ils voient ce qu'il se passe. J'ai eu la chance de parler à beaucoup de médias. Ça aide les gens à mieux comprendre le monde des crypto-monnaies, mais ça explique aussi pourquoi ça marche pour les criminels. Les kidnappeurs ciblent des victimes pas toujours conscientes des dangers liés à leur situation financière. C'est ce qu'explique Sylvie Malicorne, journaliste au pôle enquête de l'AFP. Disons que quand même les patrons de crypto-monnaies qui sont là-dedans sont des gens en général qui ont fait fortune très vite, qui peut-être n'ont pas mesuré l'intérêt qu'ils pouvaient susciter et qui n'ont pas pris la mesure du danger que ça pouvait représenter et qui n'ont pas pris les moyens d'avoir une sécurité privée. Car tout peut aller très vite. Une fois la cible identifiée, les criminels récoltent des informations sensibles pour pouvoir ensuite traquer la victime et passer à l'action. Dans ce contexte, les données personnelles sont devenues un enjeu clé. La sécurité des données personnelles, elle est cruciale, qu'on parle de crypto ou pas. Alexandre Stachenko est l'un des directeurs de la société Paymium.
Ça donne des informations à des potentiels malfaiteurs qui ensuite s'en servent. Dans le cadre des cryptos, là où c'est encore plus grave, entre guillemets, c'est que contrairement au système financier traditionnel, on est en capacité de posséder en propre ses actifs. Et donc là, c'est plus du tout la même histoire, puisque évidemment, si quelqu'un possède mon adresse physique et l'intégralité de l'information concernant mon patrimoine, il n'a plus qu'à venir chez moi, à me menacer, à me mettre une arme sur la tempe, ou alors à kidnapper mes proches, ma famille, etc. Et les vols de données sont fréquents dans la crypto. En mai, Coinbase, la première plateforme d'échange aux États-Unis, a expliqué que des cybercriminels avaient soudoyé des membres de son service client pour accéder aux informations des utilisateurs. Pour Alexandre Stachenko, les criminels s'intéressent aussi aux crypto-monnaies car ils les croient complètement anonymes et intraçables, bien que cela ne soit pas vrai. La traçabilité des transactions a d'ailleurs permis aux forces de l'ordre de retrouver plusieurs ravisseurs. Cependant, beaucoup de crypto-monnaies ont une autre caractéristique. Une fois effectuées, les transactions sont irréversibles. Dans le monde des cryptos, effectivement, les transactions sont incensurables. Comme c'est de la propriété privée, on peut effectivement faire une transaction et une fois que la transaction est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc pour les criminels, ils se disent que si jamais ils mettent la pression suffisamment fort, suffisamment vite, ils conduiront à faire une transaction et une fois que la transaction est faite, ils peuvent s'en aller avec. Il existe des moyens de sécurisation des transactions, via des systèmes de double signature par exemple. Mais certains criminels restent convaincus que la pression directe sur les propriétaires, pour un simple clic, reste bien plus facile que de braquer une banque. Le 23 mai, un entrepreneur italien en crypto-monnaie raconte avoir été séquestré 17 jours dans un hôtel de Manhattan. Comme il a refusé de donner les codes d'accès à ses avoirs en bitcoin, ses agresseurs l'ont torturé, menacé avec un fusil, lui ont infligé des décharges électriques ou encore ont fait mine de le jeter du 5e étage de l'immeuble. L'homme n'a pas cédé et a finalement réussi à s'enfuir. Alexandre Stachenko estime que les exigences de transparence financière imposées aux propriétaires de crypto-monnaies fragilisent leur sécurité. Nous, ce qu'on dit chez Paymium, et moi aussi depuis de nombreuses années à titre individuel, c'est que ces fuites de données, elles vont de toute façon s'accélérer et qu'il y a une incompatibilité, originelle entre les velléités de surveillance financière et de surveillance tout court et la protection des données. Ces réglementations ont néanmoins une grande légitimité selon l'avocate spécialisée dans les actifs numériques Sarah Compagnie. Elle expliquait récemment à l'AFP que ces normes permettent d'éviter que le système financier soit utilisé à des fins de corruption, de blanchiment ou de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, c'est parfois le mode de vie très luxueux de certains propriétaires de crypto-monnaies qui accroît leur vulnérabilité, selon l'expert Adam Healy. It's not just a human that has control of potentially millions of dollars from their laptop. Ce ne sont pas seulement des gens qui ont potentiellement accès à des millions de dollars depuis leur ordinateur. Ce sont aussi des individus qui n'ont peut-être jamais été riches avant. Alors ils ont envie de le poster, ils ont envie de se vanter, ils veulent vivre cette vie et raconter cette histoire. Et tout accentue le risque qui pèse sur eux. Comme dans cette vidéo du youtubeur crypto Mohamed BDJ, sa chaîne comptabilise 70 000 abonnés. Pour commencer, je vais te montrer ce que aucun trader ou très peu de traders aujourd'hui sur le marché ne te montre, c'est-à-dire des résultats et surtout des retraits. Cette semaine, je me suis fait un méga retrait, les gars. De toute façon, je vais vous le montrer sur mon compte de trading en direct, comme ça vous pouvez témoigner de vos yeux. Je me suis fait un maxi kiff qui va arriver dans les prochaines vidéos. Vous allez voir. On sait désormais un peu mieux comment et pourquoi ces kidnappeurs agissent. Ceux qui ont été en tout cas interpellés dans les différentes enlèvements et tentatives d'enlèvement qui ont eu lieu à Paris en mai, ce sont des jeunes, hein. Donc c'est plutôt de la main-d'œuvre. C'est pas des super spécialistes, hein. Ils sont payés pour faire ça par des commanditaires. Bon, c'est vraiment de la main-d'œuvre, à pas cher. La tête pensante présumée de la quasi-totalité des attaques menées en France a été arrêtée au Maroc le 4 juin. Il s'agit d'un franco-marocain de 24 ans, visé par une notice rouge d'Interpol et un mandat d'arrêt européen.
Il est soupçonné, lui, d'être le commanditaire notamment de l'enlèvement de David Ballan, qui était le cofondateur de Ledger et sa compagne. La police a réussi à mettre la main sur lui, mais il est soupçonné aussi d'être celui qui a commandité les différentes enlèvements et tentatives d'enlèvement à Paris, mais également dans la Sarthe et également à Nantes. On n'en est qu'au début de l'enquête, mais c'est lui qui tirait les ficelles. The reality is that's kind of the spectrum of bad actor that we're dealing with. La réalité, c'est que nous sommes face à différents types de malfaiteurs. Il y a d'un côté les criminels opportunistes qui ont peut-être entendu une conversation dans un bar où quelqu'un raconte comment il a gagné $1 million en Bitcoin et la personne se dit « je vais appeler du renfort, on va faire quelque chose, suivre cette personne dans sa chambre d'hôtel ». Ça, c'est le crime opportuniste. Juste un cran au-dessus, il y a des gangs, je pense que c'est ce qu'on a vu au Texas et dans d'autres endroits. Et encore au niveau au-dessus, sur le spectre de la sophistication, c'est ce qu'on a vu à Paris avec la tentative de kidnapping de la fille d'un PDG du secteur. Et là, on s'approche d'organisations avec des savoir-faire vraiment plus sophistiqués. Les autorités se mobilisent pour lutter contre cette criminalité. En France, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a par exemple proposé d'anonymiser les déclarations des sociétés crypto auprès des registres de commerce. Donc ça, c'est une manière, ça évite que leurs adresses soient dans le domaine public. Donc ça, c'est déjà une protection. Dans le reste du monde, les spécialistes incitent les acteurs à organiser leur sécurité avec des professionnels. Des réflexes qui pourraient devenir utiles dans d'autres domaines que les crypto-monnaies. Des experts anticipent déjà que le paiement sans contact ou les virements via PayPal pourraient devenir de prochaines cibles de criminalité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à ma collègue Sylvie Malicorne pour sa participation. Je suis Camille Buonanno. Sur le fil revient demain.